C'est une grande joie d'accueillir à nouveau le docteur Samuel Faure, qui était venu il y a 2 ans déjà et qui nous avait parlé de l'Europe de la défense et du flexilatéralisme il y a 2 ans, même peut-être 3 ans, oui, c'était avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc, c'est il y a un peu plus longtemps que ça. Et tu nous avais parlé des différents schémas de coopération internationale à l'époque. Te revoilà avec nous. Entre-temps, la guerre en Ukraine s'est déclenchée le 24 février 2022. Alors, Samuel, merci beaucoup de venir dans ce rendez-vous d'Athéna organisé par l'association 3AED IHEDN en partenariat avec l'AAT, l'Association de l'armement terrestre, soutenue par la société Alcimed. Samuel, tu es maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain et tu diriges le diplôme d'analyste en cybersécurité. Tu es chercheur associé au laboratoire de CNRS de l'Université Paris-Saclay, membre du groupe de recherche sur l'action multilatérale, le GRAM. Et tu es aussi expert référent à l'IHEDN. D'ailleurs, c'est dans ce cadre que nous avons fait connaissance. Tu es auteur de 2 ouvrages pour ceux qui veulent en savoir plus. En 2016, tu as publié un ouvrage aux éditions Athéna, ça ne s'invente pas, qui s'appelle Défense européenne, émergence d'une culture stratégique commune. Et puis, un peu plus récemment, en 2020, avec ou sans l'Europe, le dilemme de la politique française de l'armement. Et puis, pas mal d'articles que tu publies régulièrement, donc je vous invite à consulter. Alors ce soir, tu vas nous parler d'un de tes sujets favoris, c'est l'Europe de la défense dans ce nouveau contexte géopolitique. Alors quand la guerre en Ukraine s'est déclenchée, finalement, certains aujourd'hui considèrent que ça a été un élément d'affirmation de la pensée stratégique européenne, de construction de l'Europe de la défense, ou au moins de son émergence, et d'autres considèrent au contraire que on n'a pas vraiment vu un renforcement et qu'on a aujourd'hui au niveau de l'Europe la collection de 27 politiques de défense et d'armement qui essayent de s'aligner mais qui ne s'alignent pas vraiment. Et donc, de ces 2 polarités, de ces 2 points de vue, cacophonie d'un côté et puis émergence de la puissance européenne, eh bien, tu les renvoies dos à dos et tu vas nous proposer un approfondissement de ces thématiques et les différents scénarios du futur. Samuel, c'est un grand plaisir de t'accueillir. The floor is yours. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Valérie pour tes mots. C'est toujours un plaisir d'intervenir à l'école militaire et dans le cadre de 3AED IHEDN, d'autant plus que je reprends du service cette année et j'aurai une première réunion, alors pas AED, mais dans la session Paul Def dès vendredi, où nous évoquerons aussi ces thématiques. Donc un grand merci pour votre invitation. Comme vous le voyez sur cette première diapo, et Valérie a eu la gentillesse de le rappeler, moi je suis universitaire et donc évidemment mon intervention, comme à chaque fois, eh bien porte ce saut-là et avec beaucoup de précautions par rapport au fait qu'il est toujours, où il peut être facile pour l'universitaire de donner des leçons aux décideurs politiques, à l'officier militaire, aux hauts fonctionnaires. Le propos n'est pas celui-ci, mais plutôt d'essayer bien tout simplement de faire mon job qui est celui de l'interprétation de situations complexes liées à la politique internationale. En une diapo, la question que je souhaite poser ce soir, c'est celle-ci. Comment les acteurs constitutifs de l'Union européenne se sont-ils saisis de la guerre en Ukraine plutôt que la guerre en Ukraine qui les a saisis, qui est souvent l'idée reçue selon laquelle il y aurait un choc exogène, une crise
une guerre qui viendrait s'imposer aux acteurs. Là, j'essaye plutôt de prendre le problème à rebours pour faire bouger les lignes institutionnelles et politiques de ce qu'on appelle l'Europe de la défense. Alors, rapidement, quelques rappels de définition pour être bien sûr que l'on parle de la même chose ou qu'en tout cas, vous sachiez de quoi je vais essayer de vous parler. La première chose, c'est dans le cadre de cette présentation, parce qu'il me semblait que ça faisait déjà pas mal de boulot, je vais m'en tenir aux acteurs politico-institutionnels, c'est-à-dire aux États et aux institutions de l'Union européenne. Mais c'est vrai que n'étant pas juriste, mais politiste, on pourrait voir comme d'autres acteurs de l'Union européenne. Évidemment, j'ai Valérie en face de moi, des acteurs de premier plan qui sont les acteurs industriels, évidemment, et puis l'opinion publique, les citoyens, nous, dans la perspective évidente des élections européennes dans quelques mois maintenant, mais qui, on le voit dans beaucoup d'enjeux internationaux, a un impact fort. On pense au Brexit, on pense à l'élection du président Trump et d'autres enjeux encore où il n'y a pas comme ça une décorrélation, mais bien au contraire, une interdépendance encore plus accrue entre les États à l'échelle nationale et les organisations internationales comme l'Union européenne, mais aussi en infranational, les acteurs non étatiques comme les entreprises et l'opinion publique. La guerre en Ukraine, la deuxième remarque préliminaire que je voulais faire, c'est par rapport au titre de la conférence qui utilisait le terme de nouveau. Évidemment, 2022, c'est une rupture. Et il s'est passé beaucoup de choses depuis qui ne se seraient probablement pas passées si le président russe n'avait pas pris la décision d'attaquer le territoire ukrainien. Et en même temps, tous les experts, ce que je ne suis pas, de l'Ukraine nous rappellent, et de la Russie, je pense à Anna Colin-Lebedev, je pense à Alexandra Goujon, mais aussi au colonel Goya sur le plan stratégique, qu'il faut remettre cette date de 2022 dans le prolongement de l'annexion de la Crimée en 2014 et peut-être même de remonter à la guerre en Géorgie. Cela pour dire, et dans un texte récent, Anna Colin-Lebedev dit d'ailleurs le 24 février 2022, les Ukrainiens étaient prêts, non pas qu'ils espéraient cela, bien au contraire, mais pour se rappeler combien 2014 avait déjà frappé. Quant au troisième terme clé de cette problématique, de cette question, c'est Europe de la défense. Alors, un certain nombre dans la salle le savent déjà. Europe de la défense, c'est un terme très français qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de traduire en anglais et en allemand, pour parler des deux autres usual suspects. Il me semble que la définition un peu neutre, liée à l'analyse des politiques publiques que l'on peut donner, c'est l'ensemble des instruments d'action publique résultant d'une coopération européenne. Donc, en tout cas, ce soir, dans le cadre de ma présentation, par exemple, le projet du SCAF ou du MGCS, la coopération bilatérale issue du traité du Quirinal avec l'Italie ou d'Aix-la-Chapelle avec l'Allemagne font partie de cette Europe de la défense, ou d'une dynamique d'intégration à l'échelle de l'Union, intégration intergouvernementale ou supranationale. On pense par exemple au Fonds européen de défense ou au très récent ASAP voulu par le commissaire Thierry Breton. Des instruments d'action publique, donc on le comprend déjà, pluriels, multiples, qui sont utilisés par les acteurs eux-mêmes aux intérêts, aux préférences différentes, j'y reviendrai, pour répondre à un ensemble de menaces et d'enjeux stratégiques liés au secteur de la défense. Un terme peut-être plus neutre pour parler de cette Europe de la défense, c'est celui de politique européenne de la défense. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, ici, il s'agit de synonymes. Donc, une fois qu'on a une idée peut-être un petit peu plus précise des termes du sujet, acteurs de l'Union européenne avec ce focus sur les États et les institutions, guerre en Ukraine avec cette étape de 2022, mais qui doit s'inscrire dans un enchevêtrement historique qui commence avant, et de ce qu'il s'agit de comprendre par Europe de la défense.
J'ajouterai une remarque liminaire au risque de décevoir celles et ceux dans la salle qui sont liés à l'industrie de l'armement ou qui sont des industriels, c'est qu'il me semble que déjà le champ était vaste, cette question était déjà complexe et que donc il faudra peut-être me réinviter pour parler des enjeux industriels, mais je vous renvoie au-delà de la boutade à un article qui va être publié dans le prochain numéro des Champs de Mars, la revue scientifique liée à l'IRSEM, nos voisins, et dont le titre est « Émergence d'une autonomie stratégique sans le Royaume-Uni dans l'industrie de la défense » que j'ai co-rédigé avec ma collègue Lucie Béraud-Sudreau du think tank CIPRI basé à Stockholm. L'autre remarque liminaire sur l'Union européenne, c'est peut-être de faire juste un rapide retour en arrière, de se souvenir qu'à plusieurs reprises ces 15 dernières années, un certain nombre d'experts tout à fait avertis fait l'hypothèse de la fin de l'Union européenne, que le Brexit engagerait un effet domino qui conduirait, pour ne prendre qu'un exemple, à d'autres États de l'Union européenne, certains parlaient du Danemark, d'autres de l'Italie ou de la Grèce, après la crise de la zone euro, de sortir à leur tour de l'Union européenne. Vous le voyez ici, j'ai essayé de lister, liste qui n'est évidemment pas exhaustive, les grandes crises constitutives de ce que l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a appelé la polycrise, des sortes de crises qui durent dans le temps, hein, à l'inverse de l'idée de crise qu'on a qui serait sur une temporalité relativement courte et qui sont concomitantes. Hein, grande récession, crise de la zone euro, attaque évidemment terroriste djihadiste, la sortie du Royaume-Uni de l'Union, la crise sanitaire et maintenant la guerre en Ukraine. Si bien que se pose, s'il n'y a pas eu un éclatement de l'Union européenne, la question extrêmement classique, extrêmement centrale dans les sciences sociales du politique, en sciences politiques, en relations internationales, qui est la question du changement. Changement politique, changement institutionnel, changement stratégique, avec deux positions, deux arguments, deux thèses centrales, celle, Valérie le rappelait en propos liminaire, d'un renforcement de l'autonomie stratégique, je vais y revenir, et celle, l'antithèse, si l'on veut, de cette thèse, qui serait le prolongement, voire le renforcement et l'accélération de ce que mon collègue Hugo Meyer du CNRS, basé à Sciences Po Paris, appelle la cacophonie stratégique entre les États européens, généralement pour une très grande majorité d'entre eux, membres de l'Union européenne et ou de l'OTAN. Alors, j'en viens à la première thèse, selon laquelle il y aurait un renforcement de l'autonomie stratégique et donc un ensemble de chercheurs, un ensemble d'experts qui mettraient l'emphase sur le changement. Pour utiliser un anglicisme, la guerre en Ukraine serait un game changer des politiques militaires au sein de l'Union européenne. Cette autonomisation stratégique renforcée de l'Europe, je pense par exemple, peut-être certains le lient ou l'écoutent de temps en temps à Pierre Haroche, qui était à l'IRSEM pendant un certain nombre d'années. Pierre met l'accent sur cette autonomisation stratégique renforcée de l'Europe en soulignant le fait qu'il y a eu un certain nombre d'instruments d'action publique. Je citais ASAP tout à l'heure, mais le renforcement d'autres, comme le Fonds européen de défense, le fait que la Facilité européenne pour la paix a vu son budget, si je puis dire, exploser. Et on pourrait citer comme ça encore un certain nombre d'exemples. Et en outre, de souligner le fait que sous la présidence de Ursula von der Leyen, donc depuis 2019, sur la mandature qui va se terminer dans 6 mois, il y a un rôle d'entrepreneur politique de la Commission européenne, c'est-à-dire que Madame von der Leyen ferait usage de tous ces instruments politiques et institutionnels pour, si je puis dire, pousser l'avantage comparatif de la Commission européenne vis-à-vis des États membres et en même temps de faire converger les positions des États membres. On retrouve cette analyse de sciences sociales, d'expertise en sciences sociales dans l'arène politique. C'est, vous savez, l'idée bien connue depuis Jean Monnet que l'Europe se construit à travers les crises.
ou, pour reprendre les mots en particulier du chef de l'État français, que l'Union parle enfin le langage stratégique de la puissance. On pense entre autres à la conférence de presse qu'il avait pu donner à la suite du Conseil européen qui s'était tenu à Versailles en mars 2022. Et à l'idée qui a été poussée aussi par un certain nombre de leaders politiques nationaux et européens, selon laquelle il y aurait eu la genèse de cette Europe de la défense dans ce contexte, moteur essentiel à l'institutionnalisation d'une autonomie stratégique. Alors, que penser de ça ? Il me semble qu'il y a, en effet, quand on regarde empiriquement les choses, en effet, une institutionnalisation renforcée de cette Europe de la défense, cette politique européenne de la défense, en fait, moins depuis vraiment le 24 février 2022, parce qu'on est vraiment là sur une temporalité extrêmement courte, 18 mois, mais disons depuis le contexte Brexit et post-attentat, depuis, il me semble, sur la période 2016-2020, prolongée depuis 2020. Je vous ai mis presque pour la blague tous les acronymes CSP, Coopération structurée permanente, FED, Fonds européen de défense, la Direction générale DEFI, qui n'existait pas avant 2019, à la tête de laquelle il y a le commissaire français Thierry Breton, le fait que la Facilité européenne pour la paix, que le Danemark a décidé un référendum en juin dernier et pour la première fois de son histoire, une majorité de citoyens danois ont voté oui, et donc le Danemark a rejoint la PSDC, la politique de sécurité et de défense commune, le règlement ASAP qui vient de passer, et puis aussi des instruments en dehors de l'Union européenne, mais qui sont aussi constitutifs de cette Europe de la défense. On pense au traité très symbolique de Aix-la-Chapelle, mis en scène par le président Macron et le chancelier Merkel, traité du Quirinal, et puis les grands programmes d'armement dont on parlera peut-être tout à l'heure, évidemment le SCAF, le MGCS, dont les ministres nous ont essayé de nous rassurer la semaine dernière, et le AirPass. Et puis, quant au rôle d'entrepreneur politique de la présidente von der Leyen, sur ce point-là aussi, je serai aussi sur la même position que quelqu'un comme Pierre Haroche, ou en tout cas que celles et ceux des chercheurs, des experts qui insistent sur l'autonomisation stratégique de l'Europe, en considérant, il n'y a pas si longtemps, il y a une vingtaine d'années, sous le mandat de José Manuel Barroso, où la blague qui circulait à Bruxelles et dans certaines arènes politiques nationales, à Paris et dans les autres capitales nationales, c'était de considérer M. Barroso comme le secrétaire général du Conseil européen, sous-entendu avec très très peu de marge de manœuvre en tant que président, non pas du Conseil européen, mais de la Commission européenne. La présidente von der Leyen s'est mise dans une autre position. Ceci étant dit, il me semble qu'il y a aussi des arguments qui ne sont pas tout à fait, qui n'emportent pas la conviction de ces premiers arguments. Le premier, c'est qu'il est empiriquement faux d'affirmer, comme le président de la République ou la présidente von der Leyen, que l'Europe de la défense est née au tournant des années 2020, ou que plus a été fait en 2 ans qu'en 20 ans. C'est pas très agréable pour les diplomates, les ingénieurs de l'armement, les hauts fonctionnaires, les ministres précédents qui ont travaillé à cette réalisation politico-institutionnelle depuis un quart de siècle. Analytiquement, par ailleurs, il est erroné de répéter le mantra, qui est assez pratique et qui nous donne des réponses quand on en manque, selon lequel l'Europe se renforce dans les crises. Il y a toute une historiographie maintenant et un ensemble de travaux assez solides en sciences politiques qui démontrent la corrélation beaucoup plus complexe et des fois les modèles de causalité beaucoup plus complexes entre certains acteurs politico-institutionnels, et pas l'Union européenne ou l'Europe de la défense en général, et chaque crise politique. Pour le dire de manière extrêmement rapide, la grande récession n'a pas eu le même impact que la gestion de la crise sanitaire ou la guerre en Ukraine pour l'instant.
Par ailleurs, les budgets alloués à l'échelle européenne demeurent très largement marginaux par rapport aux budgets nationaux. On pense à la LPM qui vient de passer dans notre pays, ou au fonds de 100 milliards évoqué par le chancelier Scholz au lendemain de l'attaque russe, dont on sait, il y a probablement un certain nombre de spécialistes de l'Allemagne dans la salle, que le simple fait de dépenser cet argent, au-delà de la décision de dire on met 100 milliards sur la table, est extrêmement complexe parce que l'Allemagne n'est pas institutionnellement outillée pour dépenser cet argent, au-delà du fait que le Bundestag peut rapidement et souvent bloquer. Enfin, on peut noter, comme l'a souvent fait lors de cette dernière mandature le député européen Danjean, Arnaud Danjean, d'une diminution du nombre des missions civiles, militaires, civilo-militaires, PSDC sur cette même période, qui, me semble-t-il, est un argument aussi pour limiter peut-être celles et ceux qui seraient trop enthousiastes ou positifs par rapport à cette autonomisation stratégique de l'Europe. J'en viens à l'antithèse, et on retrouve ces trois âges de l'Europe de la défense, ce qui me permet de faire une minute de promo pour le Rubicon, un site internet qui existe depuis un an et demi, et qui a aussi des publications écrites, des petits livres qui ne coûtent pas cher. J'en viens à la deuxième thèse, qui est l'inverse, l'antithèse, je vous le disais, le prolongement de la cacophonie stratégique qui insiste beaucoup moins sur les changements. La guerre en Ukraine ne serait pas un game changer vis-à-vis de l'Europe de la défense, mais d'une certaine manière, business as usual, il y a une inertie assez connue des politiques militaires et de la politique étrangère qui ferait que finalement, cette tragédie, la guerre en Ukraine, n'aurait pas changé grand-chose à l'Europe de la défense. Alors, on retrouve l'argument développé par Hugo Meyer que je citais tout à l'heure, selon laquelle l'autonomie stratégique est une illusion. Il développe ça dans l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses, International Security, dans la mesure où les cultures stratégiques nationales, les usages, les pratiques, les habitudes d'utiliser la force militaire restent et demeurent très différentes d'un cadre national, d'un État à un autre, et sont souvent divergentes. Évidemment, le cas d'école, c'est la France d'un côté et l'Allemagne de l'autre. D'autre part, l'Alliance Atlantique, l'OTAN, est plus que jamais le seul instrument international, interétatique, capable d'assurer la sécurité collective du continent. Ça fait partie des nombreux résultats un peu contre-intuitifs depuis le 24 février 2022. Vladimir Poutine, le grand stratège, aurait loupé son coup puisque l'OTAN n'a jamais été aussi forte politiquement, institutionnellement, n'aurait jamais eu un niveau de légitimité politique aussi forte. C'est en tout cas l'argument qui est avancé, en particulier par ma collègue Amélie Zima à côté à l'IRSEM, et qui expliquerait la volonté, le désir de rejoindre l'alliance que peuvent avoir, par exemple, la Finlande et la Suède. Et la Finlande est tout à fait, qui est déjà fait. En effet, ça, il faut parler au présent. Pour ce qui est du récit politique que l'on retrouve là aussi, c'est l'idée, alors là, on pense tout de suite en particulier à celles et ceux dans la salle qui sont sur Twitter, à Gérard Haraud. Plus ça change, plus c'est la même chose. C'est l'inertie de l'action publique dans le domaine diplomatique et encore plus dans le domaine militaire. De toute manière, il y a une architecture institutionnelle de l'Union qui est intangible. Et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, d'ailleurs, pour ce courant-là. Et il y a donc l'intérêt juste de l'avoir bien en tête et la nécessité donc de construire et de conduire une politique étrangère et de défense sur les principes de la réelle politique. Paris a ses intérêts nationaux, Rome a ses intérêts nationaux, Berlin a ses intérêts nationaux, Varsovie a ses intérêts nationaux qui seraient d'une certaine manière intangibles à travers le temps, peu importe la couleur politique, les gouvernements, les contextes géopolitiques. Et donc, d'une certaine manière, l'Union, et là aussi, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est juste un fait, ne peut être qu'un multiplicateur de puissance. C'est une expression qu'on aime bien ici en France et qui est assez proche de la politique européenne, d'ailleurs de la France, avec des variations importantes, mais malgré tout, du général de Gaulle à Emmanuel Macron.
qu'est-ce que penser, je fais le même travail de cette antithèse ou de ce deuxième argument. Il me semble qu'il y a là aussi des éléments extrêmement séduisants de cette argumentation. La première, c'est son efficacité qui insiste pas seulement sur les acteurs, qui pourraient véritablement, acteurs individuels ou organisationnels, et sur les structures, en fait, ces acteurs, ils n'agissent pas dans un vide institutionnel, ils agissent dans un contexte politique et institutionnel qui a été façonné à travers le temps, et les marges de manœuvre décisionnelles, finalement, des acteurs jusqu'au président de la République ou au chancelier allemand ou à la présidente de la Commission européenne sont finalement assez limité, et c'est plutôt l'histoire qui fait les acteurs que les acteurs qui font l'histoire. Et puis, il y a un autre élément qui me semble malgré tout, et en particulier dans ce contexte géopolitique essentiel, c'est la distribution des ressources matérielles comme variable déterminante de la position des acteurs. Il va sans dire que l'État français, de par sa puissance nucléaire, sa position au sein du Conseil de sécurité, son budget militaire et tout un autre tas de ressources institutionnelles, politiques, stratégiques, militaires, n'a pas la même position que le Portugal, la Grèce, la Pologne et même l'Allemagne. Et encore de considérer que l'OTAN est le seul acteur stratégique international crédible, de surcroît vis-à-vis de Moscou, évidemment, si on parlait de flux migratoires, si on parlait de menaces terroristes djihadistes, l'argument, la réponse pourrait être un peu différente. Ceci étant dit, il me semble que cet argument pose aussi un certain nombre de questions, malgré tous ses intérêts. Le premier, c'est que je crois que cet argument, cette antithèse, cette idée selon laquelle finalement la guerre en Ukraine aurait été qu'un renforcement de la cacophonie stratégique au sein de l'Europe de la défense, surestime la cohérence de la position nationale. Comme si la Pologne d'il y a une dizaine d'années, gouvernée par le libéral Tusk, serait la même et prendrait les mêmes positions, en particulier sur les enjeux internationaux, que l'actuel du conservateur Morawiecki. De la même manière, on pourrait se dire que si Madame Le Pen devenait présidente de la République française en 2027, elle n'aurait pas la même politique étrangère et de surcroît en lien avec les enjeux européens que le président actuel. Il me semble que la deuxième limite de cet argument, c'est qu'il, cette fois-ci, sous-estime les évolutions institutionnelles au sein de l'Union européenne. Si on suit cet argument-là, selon lequel business as usual, c'est l'inertie, c'est le statu quo institutionnel, finalement, l'Union européenne a extrêmement peu de marge de manœuvre par rapport aux États, incapacité totale d'expliquer pourquoi à un moment donné, il va y avoir un groupe d'acteurs qui vont réussir à faire émerger un machin qu'on appelle le Fonds européen de défense, un autre truc qu'on appelle la Facilité européenne pour la paix, ou par exemple l'attractivité, que l'on peut considérer assez largement comme symbolique, mais qui avait échoué pendant des décennies, et d'intégrer donc le Danemark, pays ultra-atlantiste s'il en est, au sein de la politique de sécurité et de défense commune. Et le troisième point, c'est que cet argument laisse complètement de côté la dimension industrielle, les dynamiques industrielles, par une prise en compte marginale des entreprises, se concentrant, restant statocentré sur les acteurs étatiques. Et là, vous avez un autre schéma du même chapitre du numéro du Rubicon sur le réveil, je crois. Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer avait intitulé ça le réveil européen et transatlantique, quelque chose comme ça. Donc, ces deux interprétations renvoient, vous l'aurez compris en tout cas dans mon argumentaire, à deux dimensions éminemment importantes d'une même réalité politico-stratégique, caractérisée à la fois par des changements et des inerties politico-institutionnelles. Il s'agit donc d'en rendre compte. Et donc, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous convaincre qu'il y a un troisième argument qui est encore plus heuristique que les deux premiers et qui tente de proposer une sorte de typologie de trois niveaux, de trois échelles, de trois ordres du changement. C'est pas de dire que
il y a un maximum de changements où il n'y en a pas du tout, mais c'est qu'il y a certains changements à certains niveaux et pas vraiment à d'autres. Et donc, vous le voyez, cet argument est construit sur un triptyque, un changement majeur et inattendu des pratiques décisionnelles au plus haut niveau de la hiérarchie politique européenne, un changement partiel des instruments de la politique européenne de la défense et l'absence totale de changement du régime politique de l'Europe de la défense. Alors, sur les pratiques décisionnelles, avec deux photos qui ont beaucoup circulé ces derniers mois dans la presse et sur les réseaux, entre un certain nombre de leaders européens, vous les reconnaissez, et le président ukrainien. Donc, au sommet, partons du sommet de la hiérarchie, de la pyramide politique, les pratiques décisionnelles. En tout cas, moi, ce qui me marque en tant qu'observateur de l'Europe de la défense depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est que le bilan après 6, 12, 18 mois, ce que je disais tout à l'heure en cours aux étudiants qui sont dans la salle, c'est peut-être que tout ça va s'écraser dans 15 jours, dans 2 semaines et demie avec les élections polonaises, mais que pour l'instant, et si l'on compare aux anciennes crises stratégiques d'une part et aux anciennes crises non liées aux enjeux stratégiques, Brexit, Covid-19, grande récession, etc., je n'ai pour ma part jamais vu une crise politique que rencontre l'Union européenne où les leaders politiques sur une temporalité qui finalement commence à être un peu longue, 18 mois, sont aussi alignés. Loin de moi l'idée qu'il n'y a pas moult conflits entre 2 conseils européens, entre 2 réunions bilatérales. Ceci étant dit, je me souviens encore, j'avais rédigé une chronique, une tribune pour le Grand Continent mi-mars 2022, donc 2 semaines et demie après le 24 février. Et je me souviens que déjà, c'était juste après le Conseil européen de Versailles, qu'il y avait un certain nombre de commentateurs qui disaient « Ok, bah là, les 27 ont tenu l'unité, mais tout ça va exploser au printemps sur des enjeux budgétaires, politiques, etc. » Et donc, ce changement, il me paraît inattendu, en tout cas de là où je me situe, parce que l'Union européenne, peut-être, il faut le rappeler, est un acteur stratégique ultra jeune, récent, qui a l'âge de mes étudiants, et aux prérogatives limitées. La PSDC, les décisions se prennent à l'unanimité au Conseil des ministres et pareil au Conseil européen. La souveraineté nationale reste au cœur de ces politiques publiques européennes. Et puis parce que la polycrise, mon collègue néerlandais Van Middelaar l'a bien montré, ça a été de l'improvisation souvent à la tête de l'Europe pendant une dizaine d'années. Et donc l'improvisation comme pratique décisionnelle, l'architecture institutionnelle de l'Union rendant difficile à pluriniveau, à multiniveau, rendant difficile une réactivité politique forte et rapide. Ceci étant dit, il me semble que plutôt d'insister sur l'héroïsation des acteurs européens, le président Macron aurait sauvé l'Europe, la présidente von der Leyen aurait sauvé l'Europe, le président Michel aurait sauvé l'Europe, sans sous-estimer le travail politique qu'ils ont fait les uns et les autres, il me semble intéressant de mettre en avant et important l'enchâssement historique, les échecs d'hier dans les années 2000, dans les années 2010, comme apprentissage décisionnel pour aujourd'hui et pour demain. Grosso modo, si le président Sarkozy, le président Hollande et leurs homologues européens n'avaient pas bataillé des nuits et des nuits pour essayer de résoudre la crise de l'eurozone, même si on parle d'une autre politique sectorielle, peut-être qu'il en aurait été différemment aujourd'hui. Une fois qu'on a parlé des pratiques décisionnelles vraiment tout en haut de la hiérarchie politique européenne, un deuxième niveau d'analyse où mon argument va être plus mesuré. Il me semble qu'en ce qui concerne les instruments d'action publique, il y a du changement dans la continuité, comme on aime à le dire. Du changement, en effet, et là je rejoins les tenants de l'argument 1, de la thèse 1, je suis assez frappé à quel point la présidente von der Leyen, depuis 2019,
a vraiment pris son mandat de présidente avec toutes les marges de manœuvre décisionnelles dont elle dispose, et bien éloignée de certains de ses prédécesseurs. Je referai la comparaison avec le président Barroso. On peut rappeler par ailleurs un certain nombre d'instruments qui remontent à 2009. Hein. Vous voyez sur la diapo, VDL, c'est pour Van der Leyen, évidemment. TB, c'est pour Thierry Breton. Le paquet défense, la DG Défi dont j'ai déjà parlé, le Fonds européen de défense, et des outils qui me semblent pas plutôt hybrides, comme la coopération structurée permanente. Un des papiers que je vous avais transmis avant la conférence développait l'idée ce que l'on appelle en économie politique le passage du market making au market correcting. C'est l'idée selon laquelle il y aurait, en tout cas chez une partie des élites européennes, pas seulement l'idée de déréguler les marchés donc de l'armement, en l'occurrence à l'échelle nationale, mais d'essayer de re-réguler à l'échelle européenne avec un certain nombre, sans être pour autant néo-keynésien, mais avec un certain nombre malgré tout d'instruments régulateurs à ce niveau-là. Pour ce qui est du côté des capitales nationales des États membres, moins qu'entrepreneurs politiques, peut-être qu'on pourrait les considérés comme contrôleurs de gestion. Qu'est-ce que j'entends par là? Je l'ai déjà évoqué, donc je vais assez vite, mais cette idée selon laquelle, et cette politique du gentle reminder, c'était le titre du papier pour le grand continent en mars 2022, c'est qu'il y a ici, il me semble comme souvent, un décalage entre les discours politiques et la réalité. Les discours politiques de dire on va mettre le paquet sur l'Europe de la défense, sur l'industrie de la défense, sur l'industrie de l'armement, on y croit, c'est fondamental, c'est la priorité, c'est en haut de notre agenda politique. Bon, quand on regarde les chiffres, le budget pluriannuel, au-delà même des budgets militaires, reste à 1,25% du PIB des 27. On est à peu près dans un rapport de 1 à 10 par rapport au budget fédéral américain, au-delà du fait que nos amis américains sont plus riches que nous. Donc cela pour dire que le nerf de la guerre, le budget à Bruxelles, ne pèse pas encore grand-chose au-delà des pétitions de principe, et que un tiers de ce budget, c'est pour la PAC, et un autre tiers de ce budget, c'est pour les fonds structurels. Donc, il ne reste pas grand-chose sur les 160-170 milliards par an. Et donc, on serait passé, en effet, de certaines politiques à certains millions, à certaines politiques ou instruments, comme le Fonds européen de défense, à certains milliards, mais on n'est pas au niveau des centaines de milliards, comme la proposition du fonds ou l'annonce du fonds de 100 milliards de Scholz ou de la LPM. En conclusion sur ce point-là, une boîte à outils, une boîte à instruments plus fournie qu'il y a 10 ou même 5 ans, mais sans changement structurel majeur. Et puis les États européens, c'est-à-dire souvent les mêmes États, mais pas au sein de l'Union européenne, comme gardiens du grenier à armes, en effet, les grandes négociations actuelles qui sont sur la table, qui sont sur la table des industriels, qui sont sur la table des acteurs politiques, diplomatiques, sont des dossiers qui échappent quasiment pleinement, et c'est peut-être une bonne chose, ou pas, à l'Union européenne. Le SCAF, le AirPass, le MGCS, il peut y avoir une articulation avec la coopération structurée permanente, mais évidemment, c'est des négos très classiques en relations internationales entre des États qui ont des positions fluctuantes. Et le dernier point qui est caché, mais qui me semble important, c'est de rappeler le changement, pour le coup, structurel sur ce point-là, de l'industrie de la défense en 30 ans. En particulier dans ce pays qui est le nôtre, la France. Encore au milieu des années 90, à l'exception de Dassault, les plus grandes entreprises de la défense française, c'était des entreprises publiques. Ou avec un actionnariat extrêmement important à leur tête. Or, aujourd'hui, on a beaucoup de groupes qui ont un actionnariat qui ont fondu comme neige au soleil. Là aussi, c'est peut-être une bonne chose, pas une bonne chose, mais en tout cas, ça donne des marges de manœuvre étatiques
beaucoup moins importante pour le président de la République, pour le ministre de la Défense, vis-à-vis des industriels. Pour le dire de manière extrêmement brutale, quand François Mitterrand ou Jacques Chirac voulaient tordre le bras des industriels, ce n'est pas très compliqué. Il fallait de la volonté politique, il fallait un certain courage, mais ils avaient les marges de manœuvre pour le faire. Aujourd'hui, c'est évidemment la relation d'interdépendance entre les industriels et l'État, et les États ne sont pas les mêmes. J'en viens à mon troisième et dernier point. Après les pratiques décisionnelles vraiment en haut de la hiérarchie politique européenne, si je puis dire, et au quotidien, les instruments d'action publique qui ont émergé, qui sont utilisés d'une manière ou d'une autre, il me semble qu'il y a toujours un angle mort dans ces questions qui peuvent vite être des questions, une manière un peu scolastique comme ça, on est bien, c'est agréable, on est ensemble, de traiter ça, l'autonomie stratégique, les grands mots, la souveraineté européenne, c'est les structures institutionnelles et sociales. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Et là-dessus, vous l'aurez compris, il n'y a eu aucun changement. Et c'est problématique. À l'échelle de l'Union européenne, d'abord, on reste sur un régime politique intergouvernemental. Il y a presque un an, jour pour jour, le grand philosophe, anthropologue, sociologue français Bruno Latour décédé. Et lors de ces dernières années, il a beaucoup travaillé sur le changement climatique, sur les questions environnementales. Et il avait cette expression de dire qu'il faut aller vers un nouveau régime climatique. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il voulait dire par ce jargon, par ce terme, il faudrait construire une nouvelle gouvernance des enjeux climatiques aux différents niveaux où ça se passe, du très local au très global. Eh bien, sur les enjeux qui nous intéressent ce soir, nous ne sommes pas du tout encore dans un nouveau régime politique stratégique au sein de l'Union européenne, et on reste sur un ordre qui ne se limite pas à l'intergouvernemental, mais qui est dominé par des logiques intergouvernementales. Quelques rappels très rapides que vous connaissez sûrement. Au Conseil européen, et même si, entre autres, la ministre française des Affaires étrangères a un peu mis le pied dans la porte ces derniers mois, mais les décisions sont prises toujours à l'unanimité et souvent avec une culture forte du consensus. Le Conseil des ministres, les ministres de la Défense se réunissent toujours de manière informelle le jour, généralement après le Conseil des ministres des Affaires étrangères, donc il n'y a pas de 11e formation du Conseil des ministres. Au Parlement européen, il y a toujours une sous-commission sécurité et défense qui donne moins de prérogatives aux parlementaires européens. C'est Nathalie Loiseau qui préside cette sous-commission après qu'elle ait été longtemps présidée par Arnaud Danjean. Au Service européen pour l'action extérieure, le haut représentant n'est pas des plus vocales. À l'échelle nationale, alors là, c'est mon moment peut-être un petit peu provoque au cas où certains voudraient aller prendre l'apéro ou commencent à s'endormir. Le président de la République avait fait sa campagne de 2017 sur « on va aller au-delà d'une société de statut ». Moi, je suis un libéral au sens pas seulement économique, mais politique, et il faut aller au-delà de cette société de statut. Force est de constater sur ce point-là, encore une fois, qu'il n'y a eu aucune oscillation depuis 2017. Les grandes écoles et l'université, on est encore sur notre modèle, je suis bien placé puisque j'enseigne dans une grande école. Pour en parler, on est sur un total statu quo avec des ministres de l'enseignement supérieur qui ne font absolument pas le job au niveau des lignes budgétaires. On est très loin de la LPM. Sur les grands corps et la réforme de la fonction publique, j'ouvre la question pour le débat, est-elle ratée ou à réaction? On peut considérer que la ministre de Montchalin, qui se retrouve ambassadeur à l'OCDE, j'ai pris un exemple de droite et de gauche, hein, vous aurez vu, et mon collègue, le professeur Papendiaï, qui se retrouve ambassadeur au Conseil de l'Europe, en tout cas, c'est une certaine idée.
de ces réformes de la fonction publique. En cela, peut-être que l'on peut citer un troisième exemple qui est plus positif que les deux précédents, qui est celui de mon collègue Jean-Baptiste Villemer, directeur de l'IRSEM, et qui s'est retrouvé et qui est actuellement ambassadeur du Vanuatu. Pour ce qui est des carrières professionnelles et des stratégies RH, là aussi c'est un angle mort complet, mais je pense que c'est un sujet essentiel pour les hauts fonctionnaires, pour les fonctionnaires français. On a vu depuis maintenant une dizaine d'années, pas seulement les élites politiques, mais aussi au niveau des hauts fonctionnaires et des élites militaires aussi, hein, d'ailleurs, qu'il y a une circulation très anglo-américaine entre le secteur public et le secteur privé. À nouveau, là-dessus, je ne prends pas de position normative, c'est peut-être mal, c'est peut-être bien, mais on se rend compte à quel point la circulation France-Paris internationales, pas seulement les institutions de l'Union européenne et de l'OTAN, mais ici on parle de ça, sont extrêmement limitées et qu'il y a plutôt des incitatifs négatifs que des incitatifs positifs dans les carrières des officiers, des diplomates ou des hauts fonctionnaires que d'aller comme expert national détaché, par exemple, comme END, quelques années au secrétariat général du Conseil ou à la Commission européenne. Quant à l'échelle de l'OTAN, il me semble que là, on est dans les paradoxes plutôt habituels de l'État français et de ses élites politiques, avec un passage assez incompréhensible pour l'ensemble de nos alliés. Je pourrais même laisser Washington de côté puisque c'est évident, ou Varsovie, mais on peut parler des pays baltes. Et qui, en effet, a un effet négatif sur le narratif, le récit politique porté par le chef de l'État, les ministres, etc., puisqu'on va passer de quelques années à cette sortie très, très gaullienne du chef de l'État sur la mort cérébrale de l'OTAN quelques jours avant le 70e anniversaire de l'Alliance à Londres, à, depuis 18 mois, le fait que on a l'impression, même dans un certain nombre de discours présidentiels, qu'on aurait complètement oublié l'Europe de la défense au profit de l'Alliance Atlantique, qui ne serait que presque l'alpha et l'oméga des enjeux stratégiques de ce moment géopolitique. Je conclus en disant et en rappelant ces trois résultats principaux de cet argument alternatif où j'ai essayé d'insister, sur des changements ou un changement radical et inattendu en termes de pratiques décisionnelles au sommet de la politique européenne, des évolutions à ne pas négliger, mais qui doivent être nuancés, des instruments d'action publique dans le champ militaire, et un statu quo, une inertie des structures sociales et institutionnelles qui font que si vous me posez la question, je réponds à cette première. Mon principal scénario pour l'avenir de l'Europe de la défense, c'est ni une révolution copernicienne, ni la fin, mais un statu quo de rester sur ce régime intergouvernemental gouverné par les États et pour les États. Une fois qu'on a dit ça, on peut finalement avancer vers l'idée que moins qu'une cacophonie stratégique ou moins qu'une autonomie stratégique, on a une dynamique contre-intuitive que je vous livre, là aussi, vous me direz ce que vous en pensez, qu'il y a un rôle et des ressources stratégiques de l'Union qui n'ont jamais été aussi fortes, jamais été aussi renforcées si on compare à il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, alors que, ce qui peut paraître, je le répète, paradoxal, la dépendance de cette Union européenne, de ces acteurs politico-institutionnels européens, n'a jamais été, est toujours en tout cas aussi forte vis-à-vis des États européens et des plus grands comme la France et de l'Alliance Atlantique par ailleurs. Pour l'avenir, vous voyez ces trois personnalités politiques de premier ordre, de gauche à droite, le Premier ministre actuel conservateur de la Pologne. J'évoquais les élections dans 3 semaines. Dans quelle mesure, là aussi, ça peut être un game changer? La Pologne est évidemment
un acteur essentiel de tous ces enjeux. Madame von der Leyen va-t-elle faire un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne? Monsieur Barroso l'a fait, Monsieur Jacques Delors l'a fait, donc il y a des précédents historiques et certains ont lu son State of the Union d'il y a 2 semaines comme ça. Et puis le président Trump sera-t-il de retour à la tête de la première puissance mondiale? Évidemment, l'administration républicaine assez dure n'aurait pas les mêmes positions vis-à-vis de la guerre en Ukraine et au-delà des enjeux géostratégiques évoqués ce soir que le président Biden. Il s'agit d'une question sur l'EUTM. Alors, je ne sais pas si l'EUTM avait été évoqué parce que je me suis absenté 15 minutes. Ça signifie European Union Training Mission. Et la question, c'est l'EUTM est parfois utilisé, mais on en parle peu. L'EUTM est-il un instrument influençant l'Europe de la défense dans le nouveau contexte géopolitique? En ligne, alors il y a peut-être des questions dans la salle. Hein. Je vois une question de Charlotte aussi. En partant du principe que l'Europe de la défense n'est pas assez puissante et doit s'en remettre à l'OTAN, n'y a-t-il pas le risque de voir émerger des alliances régionales de défense entre certains pays de l'Union? Merci beaucoup pour les 2 premières questions, le plus succinctement possible. Sur la première, il me semble que sur l'EUTM, cela fait partie des instruments qui sont lancés à un moment donné. Là, comme ça, je ne saurais pas vous rappeler le contexte du lancement. C'est souvent, ça dit quand même souvent pas mal de choses et qui peuvent rapidement devenir des coquilles vides s'il n'y a pas de volonté politique. C'est vrai au sein de l'Union européenne, c'est vrai dans des coopérations bilatérales, ce qui est assez terrible parce que notre partenaire britannique, je fais un peu un saut, mais notre partenaire britannique, quoi qu'on en pense, est fondamental. Les traités de Lancaster House qui avaient été signés par le président Sarkozy et son homologue Cameron sont quand même dans les limbes depuis un certain nombre d'années. Par le choix du président Macron de plutôt se tourner vers Berlin, en particulier pour développer le SCAF, mais juste pour dire que, en effet, une annonce d'un nouvel instrument n'est pas nécessairement une capacité d'action de facto plus importante pour un acteur institutionnel, le comité militaire de l'Union européenne, le COPS, le comité politique et de sécurité, etc. Sur la deuxième question, je pense que c'est un enjeu essentiel, celui de la régionalisation. Je reformule tel que je l'ai compris, la régionalisation ou l'infrarégionalisation des alliances militaires qui sont de plus en plus, même si le phénomène n'est pas nouveau, à géométrie variable. Et donc, on peut citer par exemple Nordefco, qui rassemble un certain nombre d'États du nord de l'Europe. On peut citer, on a tendance souvent à l'oublier, le triangle de Weimar qui rassemble Varsovie, Berlin et Paris. Il y a aussi les relations bilatérales, donc bilatérales, minilatérales, multilatérales. Et en effet, il est difficile de nos jours, c'est vrai de Paris, mais c'est vrai des autres capitales européennes, de voir la cohérence stratégique de ces instruments-là. Ce qui est éminemment compliqué. À nouveau, je suis pas, ou j'essaye de ne pas être dans la position de l'universitaire qui distribue les critiques faciles. C'est éminemment compliqué pour les diplomates du quai, pour les conseillers du président de la République, pour le président lui-même, son ministre, etc. Mais force est de constater qu'il est difficile d'avoir une lecture claire sur ce que l'on appelle souvent en relations internationales la grand strategy de la France, comme la grand strategy du Royaume-Uni, comme celle de l'Allemagne. On sent que ces puissances qualifiées aujourd'hui de moyennes ont des moyens très importants, extrêmement importants, par rapport à 98% des pays dans le monde, mais qui, malgré tout, doivent se réformer s'ils veulent être à la hauteur
des enjeux stratégiques du 21e. Pour le dire encore autrement, difficile de considérer que cette sorte de consensus gaulo-mitterrandien sur lequel a tenu la politique étrangère de la France et son outil militaire peut continuer à avoir un écho au 21e siècle. Et là, il est intéressant de voir, par exemple, ce que la danse du ventre aussi, que peut essayer de faire Paris, mais Londres, les autorités britanniques font exactement la même vis-à-vis de New Delhi, par exemple. On peut considérer que c'est bien vu pour les enjeux liés à l'Indo-Pacifique, et en même temps, sur d'autres, des fois, on est un petit peu étonné quand le Royaume-Uni se dit on va plutôt coopérer avec le Japon et avec les industriels japonais plutôt qu'avec les industriels français ou allemands sur certains programmes. Non pas de dire que quand on est français, c'est pas éminemment compliqué de coopérer avec les Allemands et les Britanniques ou vice-versa, mais malgré tout, là-dessus, on peut se poser des questions. Et donc, je pense que cette question-là, éminemment complexe, c'est celle souvent qu'on présente comme concurrence ou complémentarité entre l'Union européenne et l'OTAN, mais qui vaut de manière moins fonctionnelle ou moins strictement fonctionnelle et à des niveaux bien plus importants, pas seulement Union européenne et OTAN, mais par exemple pour Paris, pour la France, qu'est-ce que l'on devrait faire, qu'est-ce que l'on pourrait faire avec l'Allemagne, qu'est-ce que l'on devrait faire, qu'est-ce que l'on pourrait faire avec Londres, qu'est-ce que l'on devrait faire en minilatéral avec l'Allemagne et le Royaume-Uni et l'Italie et l'Espagne, et qu'est-ce qu'on devrait faire dans un cadre multilatéral, mais dans un cadre multilatéral, lequel, au sein de l'Union européenne, l'initiative européenne d'intervention, qui était une initiative proposée par le président de la République lors de son discours, mais là aussi presque jour pour jour, il y a 6 ans, en septembre 2017 à la Sorbonne, on n'en entend évidemment plus du tout parler, en particulier depuis le début de la guerre. Donc là, il y a un enjeu qui est ultra complexe pour ceux qui sont aux manettes, parce que quand vous êtes ministre, quand vous êtes président de la République, quand vous avez des responsabilités éminentes dans la haute fonction publique, vous voulez marquer de votre empreinte votre passage. Et donc, le risque, c'est d'avoir une nouvelle coquille vide, d'avoir une nouvelle initiative, d'avoir un nouveau texte, d'avoir un nouvel instrument. Or, la boîte à outils, c'était aussi un petit peu le message que je voulais, l'argument que je voulais transmettre ce soir. Elle est déjà importante, cette boîte à outils. Et donc, il est beaucoup plus compliqué parce qu'il est beaucoup plus chronophage aussi d'essayer de se dire, OK, on a déjà tel outil, mais qu'est-ce qu'on en fait avec nos homologues et avec des temporalités politiques qui sont toujours en train d'être conflictuelles. C'est-à-dire que dans 3 semaines, vous avez les élections en Pologne, et puis il y avait les élections en France, et puis il y avait les élections il n'y a pas longtemps aussi en Allemagne, et puis il y aura les élections dans une année tout pile aux États-Unis d'Amérique, et puis on ne sait pas trop ce qu'il se passe aussi au Royaume-Uni, s'il y aura des élections avant 2025, etc., etc. Donc il y a aussi cette gouvernance multiniveau évoquée tout à l'heure, elle est aussi démocratique, et ça génère évidemment énormément de contingences et des temporalités extrêmement courtes quand on est décideur politique pour tenter de répondre aux enjeux stratégiques. Mes questions sont, premièrement, comment est-ce que vous voyez dans le conflit ukrainien, puisque c'est le nouveau contexte, le rôle respectif de l'Europe et de l'OTAN? Et puis la deuxième question, qui est peut-être plus précise, est-ce que vous pensez que les accords de Minsk, qui étaient donc sous l'égide de 2 pays européens, pourraient à nouveau jouer un rôle? L'Alliance Atlantique, c'est une organisation internationale, voilà, on trouve que c'est super ou pas bien du tout, mais ça existe, mais qui gère des problèmes stratégiques, qui gère des problèmes militaires. Okay. L'Union européenne, c'est intersectoriel. Ça gère les accords universitaires Erasmus, ça gère la monnaie unique, ça gère l'Europe de la défense. Il y a des politiques publiques multiples. Et donc là, en effet, votre point me paraît éminemment important parce que c'est des modèles politiques et de société sur lesquels, en tant que citoyennes et citoyens, on a à se prononcer. En effet, on peut considérer que l'Union européenne aussi pour ça a une valeur ajoutée, ce qui me semble, je crois comprendre votre opinion, parce que ça intègre, c'est pas seulement ça intègre au niveau institutionnel, mais ça intègre dans un même sorte de package institutionnel les enjeux stratégiques avec les enjeux agricoles, les enjeux monétaires, les enjeux macro-éco, etc., etc. Ou au contraire,
On considère pour d'autres raisons, philosophie politique que l'on peut tout à fait accepter, que non, la politique régalienne, le high politics, comme disait Stanley Hoffman, c'est autre chose en fait. Et c'est autre chose, c'était autre chose au XXe siècle dans le contexte de la guerre froide, mais pour X ou Y raison, c'est encore autre chose au XXIe siècle. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas d'argument, et je sais que ce n'est pas votre question, mais j'en profite, il n'y a pas d'argument du saint expert ou du saint chercheur, c'est que ça revient à chacun de se dire notre modèle de société, notre modèle démocratique, notre modèle politique, qui est de plus en plus hybride, la souveraineté partagée, il y a notre municipalité qui fait un certain nombre de choses, les collectivités territoriales qui en font d'autres, la région qui en fait d'autres, l'État encore d'autres, l'Union européenne, etc. Et comment nous, en tant que citoyennes et citoyens, on voit les choses. Sur le rôle de l'Union et de l'OTAN, il me semble que pour le coup, les enjeux principaux pour les mois à venir sont peut-être paradoxalement, mais pas si nouveaux. C'est-à-dire qu'on a toujours ces deux grandes organisations, et je crois que vous l'avez là aussi très justement rappelé, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, politiques, institutionnels, démocratiques, stratégiques, militaires, et que l'articulation de ces deux institutions est encore très largement à faire. Et qu'on a... même s'il y a un paquet évidemment de réunions, de travaux, d'acteurs qui au quotidien agissent en ce sens, mais qu'il y a encore énormément de travail pour essayer de comprendre ce que devrait faire l'un et ce que devrait faire l'autre. Et évidemment, d'une capitale nationale à une autre, les positions sont très différentes. Avant que la guerre en Ukraine éclate, à Washington, il y avait un mantra qui date pas d'hier, administration Obama, pivot asiatique et tout ça, on connaît bien, qui était de dire l'OTAN doit aussi se charger de la menace chinoise. Les Européens, pas seulement les Français, étaient sur une position très différente. Le concept 2030 de l'OTAN, de dire oulala, attendez, là non, en fait. Et donc, en effet, je pense que cette articulation institutionnelle, stratégique, politique entre l'Union européenne et l'OTAN est une question classique, mais qui est, de mon point de vue, celle qui va être encore la plus épineuse, pas la seule, mais la plus épineuse pour définir justement le rôle de l'Union européenne et de l'OTAN. Un dernier mot là-dessus, parce que c'est dans le contexte, le président de la République a annoncé hier ou avant-hier que les forces françaises allaient partir de Niamey et du Niger, ce qui en rajoute une couche après Barkhane et le reste, et les autres pays du G5 Sahel, etc. Voilà, là, on a l'impression aussi qu'on est dans une autre, peut-être qu'on rentre dans une autre étape historique. La plupart des missions PSDC, politique, sécurité et défense commune, étaient en Afrique subsaharienne, dans les Balkans aussi, au Moyen-Orient, mais qu'est-ce qu'on va faire de cet outil-là aussi? Je crois que là-dessus, Arnaud Danjean avait raison de un peu sonner la sonnette d'alarme en disant qu'il y avait de moins en moins d'usage de cet instrument qui, je crois, a montré un certain nombre d'effets et d'efficacité. Sur les accords de Minsk, dans le contexte actuel, il me semble qu'ils sont foulés aux pieds et au sol. C'est-à-dire qu'il est impossible aujourd'hui d'imaginer une table avec le président Poutine, le président Zelensky, le chancelier Scholz et le président Macron, et qui a une forme de cohérence. Pour le coup, depuis 18 mois, il y a eu des évolutions tactiques et stratégiques importantes des forces militaires russes, mais une cohérence sur la position russe selon laquelle, avant l'outil diplomatique, c'est la force militaire. Et que donc là, en effet, évidemment, il faut aussi tendre le regard vers les négociations diplomatiques, mais que en l'état, ça ne me paraît pas l'arène, ça ne me paraît pas l'instrument, ça ne me paraît pas
le lieu pour faire avancer ce qui peut l'être entre ces deux nations et ces deux États. Oui, bonsoir. Je vais commencer par votre diapositive de la fin. Alors bon, ce que vous avez dit est intéressant, mais je pense que vous n'avez pas mentionné les élections européennes, qui va quand même être un élément extrêmement important et constructif, enfin tout au moins structurel, pour savoir si la Commission sera la même ou pas, s'il y aura des oppositions diverses. Et puis, Trump ou pas Trump, ses idées vont clairement être des éléments extrêmement importants, en particulier pour le financement de l'OTAN et autre chose, qui quand même est une troisième strate qu'on aurait dû mettre et non pas le dernier élément de votre avant-dernier transparent. Je pense que déjà, il y a un premier élément très pragmatique. On a quelques expériences de coopération, ou tout au moins de tests. Le char franco-allemand, on ne peut pas dire qu'il va être un grand succès. L'avion franco-allemand encore ou européen, il est plutôt dans des difficultés importantes. L'Allemagne voulant récupérer les savoir-faire d'assaut de manière assez hitlérienne, si je peux dire, aujourd'hui, enfin, etc. Je parle pas de l'armée franco-allemande, qui quelque part est quand même un vieux reste. Donc, on voit arriver au-delà de ces difficultés. C'est intéressant d'apprendre de ces succès, mais aussi des fois des échecs. On voit bien que l'Europe, elle est plutôt avec 3 niveaux en ce qui concerne ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, plus il faut ajouter quand même l'OTAN au-dessus, parce que l'OTAN, on a un grand impérator qui est en gros le spécialiste, on va dire, stratégico-militaire, qui est surtout un commercial. Donc c'est quand même un élément assez virtuel. Et alors moi, je vois comme conséquence 2 choses que j'ai pas vues sortir de vos présentations fournies, intéressantes. L'Allemagne. L'Allemagne, quelque part, on a vu l'Allemagne sauter sur la possibilité de revenir à Deutschland über alles. Quelque part, ils sont revenus, ils ont arrêté tous les interdits qu'ils avaient acceptés depuis 1945, etc. On est arrivé à ça. Ils vont refaire. Alors, vous avez raison, j'ai été pas mal en Allemagne, donc l'aspect fédéral et dans les prises de décision est évident, mais il n'empêche que, clairement, l'Allemagne revient à l'Allemagne et à l'allemand quand on est avec eux. Donc, si vous voulez, clairement, ils ont passé une vitesse supérieure et importante. J'ai fini. Et on voit bien cela. Et donc, ça me paraît un des éléments probablement primordiaux qui va arriver dans les années du futur. Après tout, ça peut suffire pour vous nourrir. Comme j'ai eu la demande d'arrêter un peu vite, je le fais. Oui, j'en profite pour peut-être 2 remarques sur les élections européennes. En effet, je suis passé très vite. Les élections européennes, on apprend à Sciences Po que c'est des élections de second ordre. On appelle ça comme ça. Les spécialistes, c'est pas mon cas de sociologie électorale, appellent ça des élections de second ordre. Pourquoi? Parce que les partis politiques et les citoyens considèrent, ont la perception que c'est des élections qui sont moins importantes que les élections nationales, les législatives, les présidentielles. Bon, et ça, c'est l'une des résultantes de ça, c'est un taux d'abstention qui n'a eu de cesse d'augmenter jusqu'à 2014, mais avec un changement complètement inattendu en 2019, puisque la participation a repris 10 points, passant en gros de 42 à 50. Donc là, il y a vraiment un grand point d'interrogation pour les élections, de juin, c'est est-ce que les citoyens vont aller aux urnes ou est-ce que 2019, c'était dans un contexte peut-être Brexit qui mettait une forme d'inquiétude sur les citoyens et de nouveau, la participation électorale va être aussi basse, elle est encore plus basse pour les élections législatives françaises, soit dit en passant. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que, en lien avec cette idée d'élection de second ordre, c'est qu'il y a une tendance, là aussi bien identifiée par la littérature scientifique, les partis politiques, et de manière différente, évidemment différenciée en fonction de leurs idées, de leurs idéologies et de leur position sur l'échiquier politique, vont avoir tendance à faire un usage différent des élections européennes. Et déjà, alors ce que je trouve intéressant, c'est que on a déjà eu un certain nombre de représentants politiques qui sont sortis du bois, ce qui est très tôt généralement avant avril, ça sera au mois de juin, les élections, on n'entend aucun représentant politique dire quoi que ce soit sur les européennes.
On sait du côté de Reconquête que ça sera Marion Maréchal qui sera. C'est des élections de liste, hein, donc on vote pour une liste. Donc c'est elle qui va emmener la liste Zemmour. Que Raphaël Glucksmann, du côté des sociodémocrates, ira sans Mélenchon. Il a été très clair, la NUPES, on ne partage rien sur les enjeux européens, etc. Madame Le Pen qui a déjà dit que les élections européennes, ça sera un référendum pour ou contre Macron. Donc on se rend bien compte que déjà il y a des usages à géométrie variable potentiels entre certains qui voudraient jouer le jeu politique européen en portant des sujets européens entendus comme transnationaux, le changement climatique, les migrations, la guerre, etc. Et par ailleurs, et ceux qui ne voudraient pas le faire, par stratégie politique. Et par ailleurs, l'Union européenne a des prérogatives qui restent limitées sur les enjeux de défense. Donc, c'est difficile pour un futur ancien actuel parlementaire d'aller très loin dans les propositions, sauf si c'est de la tactique politique et de se distinguer pour Glucksmann de Renew, des libéraux d'un côté et de Mélenchon de l'autre. Sur l'Allemagne, je partage votre position évidemment. Il y a des transformations de la culture stratégique allemande qu'on sous-estime souvent à Paris et à Londres, mais qui est substantielle, qui est importante sur une temporalité courte, surtout quand on se souvient d'une autre histoire il n'y a pas si longtemps, donc à ne pas sous-estimer. Et en même temps, la seule remarque que je ferai là-dessus, qui était mon argument dans le bouquin Avec ou sans l'Europe, qui est un argument de sociologie des élites, qui est de dire l'Allemagne, comme la France, comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou la Pologne, ce ne sont pas des unités politiques intangibles, ahistoriques. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure en distinguant Donald Tusk du Premier ministre conservateur actuel. Et qu'il y a un certain nombre de divergences, voire de conflits, entre un certain nombre d'élites qui prennent part, pardonnez-moi, à ces processus décisionnels au sein de chaque capitale nationale. Et donc, évidemment, pour le dire peut-être de manière moins édulcorée, oui, il y a sûrement une partie de l'élite allemande politique, diplomatique, militaire et industrielle qui veut plus que jamais sa part du gâteau. Et l'incarnation, peut-être l'exemple chimiquement pur du côté de l'industrie, c'est Rheinmetall, qui fait aucun effort sur les MGCS. Bon, je ne sais pas s'il y a des représentants de Dassault Aviation dans la salle, mais on a aussi des industriels qui sont durs en affaires dans les négos internationales. Donc là-dessus, il me semble que d'un point de vue purement analytique, c'est limité de voir d'un côté Berlin et d'un côté Paris, mais c'est plutôt de voir qui du côté de Berlin est sur une ligne, je sais pas moi, plus atlantiste, plus de ce côté-là du et en même temps allemand, et qui est sur une position plus pro-européenne. Et plus pro-européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus pro-européenne strictement intergouv ou supranationale. De la même manière qu'il va sans dire qu'autour du chef de l'État, il va y avoir un certain nombre de conseillers, il va y avoir un certain nombre d'élites, il va y avoir un certain nombre d'officiers, il va y avoir un certain nombre de diplomates qui vont être sur une position strictement intergouvernementale, type Védrine, et puis il y en a d'autres qui vont être sur Chevènement. Il a été chevènementiste, le président de la République, dans sa jeunesse, et puis il va y en avoir d'autres qui vont tendance à l'influencer plus sur des positions intégrationnistes type Jacques Delors. Et donc, évidemment, là aussi, c'est extrêmement difficile pour les élites, pour les acteurs politiques, militaires, diplomatiques, industriels également, parce qu'en plus, vous faites ça dans des contextes géopolitiques, politiques, économiques qui viennent qui viennent vous contraindre en tout cas et qui limitent les marges de manœuvre.
Donc, moins que les Allemands, moi, je suis toujours intéressé que l'Allemagne. Pour en revenir à votre point, je suis toujours intéressé par les élites allemandes, moins que la France, je suis toujours intéressé par les élites françaises et quelle élite française est en faveur de telle position ou de telle autre. Il y a des atlantistes en France, il y a des pro-européens en France, il y a des souverainistes en France, il y a probablement les trois dans cette salle. Bon, bah, la hiérarchie, on est dans un monde de second best choices. On est dans un monde de second best choices. Donc, à un moment donné, évidemment, on peut sauter comme un cabri, comme le disait le général en disant l'Europe, 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 mais aussi la nation, la nation, la nation. Et aussi Washington, Washington, Washington. Mais à un moment donné, bon, bah, il y a des contraintes budgétaires, il y a des processus institutionnels, il y a des préférences politiques. Et c'est de tout ça qu'émergent des programmes. Vous évoquiez le SCAF ou le MGCS. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui. J'ai une question à Bruxelles. Bonsoir. Alors, j'aimerais savoir si ce qui manque à l'heure actuelle pour l'Europe, c'est pas plutôt une base industrielle et technologique européenne, puisque je trouve que vous n'en avez pas beaucoup parlé durant votre exposé. Je vous remercie déjà pour cet exposé, mais c'est un peu ce qui manque, puisqu'on se rend compte que finalement, on a énormément de pays européens qui vont acheter américains, là où ils pourraient acheter européens, et que à l'heure actuelle, à l'aune du discours sur l'état de l'Union de Ursula von der Leyen, et notamment avec les mesures qui ont été présentées, on pourrait voir un réel tournant émerger, bien que l'OTAN fasse une duplication quelque peu des outils que propose déjà l'Union européenne. Merci. Merci beaucoup pour cette question qui évidemment est essentielle. Si essentielle que j'ai fait ma thèse de doctorat en partie là-dessus. Donc, je ne la prends pas vraiment comme une footnote, mais comme un enjeu central. Il me semble que ce que l'on a observé ces 2 dernières décennies, alors évidemment la BITDE, en tout cas d'un point de vue la base industrielle, technologique et de défense européenne, dans une perspective intégrée, elle n'existe pas. Il y a une entreprise ou 2 avec MBDA européenne, stricto sensu, en tout cas juridiquement européenne, c'est Airbus et One MBDA qui essaye de aussi renforcer son unité avec quand on échange avec les acteurs de ces 2 entreprises, toujours des difficultés, des conflits en interne potentiellement entre les Allemands et les Français ou les Français et les Espagnols. Ceci étant dit, il me semble que, alors là, je vais vraiment me tirer une balle dans le pied parce que c'est vraiment quasiment pour dire que, ou alors il faut vraiment me réinviter, mais je pense que c'est par les acteurs, que les acteurs industriels peuvent être un game changer et ont pu l'être par le passé. Évidemment, Airbus est l'arbre industriel qui cache la forêt d'une BITD encore très fortement structuré à l'échelle nationale. Leonardo, c'est italien, Dassault, c'est français, Saab, c'est suédois, BAE Systems, c'est britannique, Rheinmetall, c'est allemand, etc., etc. Mais malgré tout, et c'est aussi pour ça que je suis ultra curieux et intéressé des négociations actuelles sur les grands programmes d'armement, parce que de mon point de vue, se joue quelque chose là au-delà de la technologie militaire, qui est évidemment éminemment importante pour nos armées, mais se joue quelque chose qui est beaucoup plus méta, beaucoup plus macro, puisque ça touche à l'autonomie stratégique techno, industrielle et donc potentiellement politico-militaire. Et donc là se pose la question des moteurs et des freins à cette européanisation de la base industrielle, technologique et de défense. Et là, il me faudrait de nouveau 2 heures, mais il y a une littérature assez large qui identifie un certain nombre de moteurs politiques, industriels, stratégiques, militaires, et de freins à cette restructuration, recomposition industrielle, au-delà du fait que l'Union européenne et les États européens ne sont pas les États-Unis d'Amérique, et donc
le secrétaire à la défense ou l'équivalent français ou européen ne peut pas faire comme l'avait fait l'homologue américain en 91 lors du fameux Last Supper, de dire à tous les industriels américains de la défense, bon bah là, il va falloir vous restructurer parce que nous aussi, il y a des dividendes de la paix de ce côté-là de l'Atlantique et sinon, vous n'aurez pas assez à manger. Donc là, c'est éminemment complexe, mais en effet, je pense que ça peut être en tout cas un game changer pour les autres parties du puzzle, quoi. Et c'est d'autant plus inquiétant quand les responsables politiques, pendant des mois, voire des années, ces dernières années, ont fait le strict minimum pour prendre pour avoir des discours, pour prendre la position, pour faire des conférences de presse, pour dire ça va ou ça va pas d'ailleurs. Puisqu'on se dit, oulala, en effet, il y a anguille sous roche, ça devient vraiment, vraiment compliqué du côté du MGCS, du côté du SCAF, le RPAS, on n'en entend même plus parler, etc. etc. Mais là-dessus, ça se joue aussi à plusieurs niveaux. J'avais vu qu'il y avait très rapidement, parce que je crois qu'on arrive à la fin de... Mais il y avait 2 questions, je crois, dans le... Oui, il y a encore 2 questions en ligne, effectivement. Alors, très rapidement, il y en avait une de Romain, merci beaucoup Romain, qui disait « La solution intergouvernementale n'est-elle pas la seule valable lorsque l'on parle d'Europe de la défense ? J'entends par là qu'une solution type intégration impliquerait une union politique à part entière, la stratégie devant toujours suivre la politique. » Et il y avait par ailleurs une question de monsieur ou madame Maffer. Quelle est la position de nos partenaires? Que veulent-ils? Ou en termes plus crus, y a-t-il un autre pays que la France qui pousse vers la politique européenne de défense? La plupart des pays ne s'intéressent pas à la défense et s'en remettent aux États-Unis. 3 ou 4 pays ont envie de soutenir leur industrie de défense, etc. Ok, donc la position des alliés européens et l'intergouv. Alors sur l'intergouvernemental, c'est évidemment une question essentielle. Et là aussi, ce que j'ai essayé, mon discours de ce soir, c'était de dire, je ne sais pas ce qu'il faut pour l'Europe, je ne suis pas responsable politique, mais l'Europe de la défense, c'est ni le supranational, c'est ni l'intergouvernemental, c'est déjà les deux. Donc on est dans une zone grise et que malheureusement les responsables politiques ne portent pas vraiment. Le président de la République a eu pas mal de discours sur l'Europe à géométrie variable. Je ne sais pas si vous avez suivi, la semaine dernière, il y a eu un rapport du groupe des 12 qui avait été mandaté par les ministres allemands et français des Affaires étrangères, qui propose là aussi une sorte d'Europe un peu à 4 vitesses ou à 4 cercles. Mais en tout cas, Romain, si votre question porte sur une réforme des traités, parce que juridiquement, en effet, on reste sur un socle intergouvernemental. Alors là, évidemment, votre question, elle est encore plus éminente et encore plus lourde, puisque probablement tout le monde le sait dans cet amphi, mais pour une réforme des traités, il faut l'unanimité. Il y a 27 membres de l'Union européenne autour de la table, et donc tous les acteurs politiques qui ont vécu ça avec Lisbonne, après Nice, en ont encore des sueurs froides, et même ceux qui voudraient d'une certaine manière renverser la table essayent de contourner le problème en essayant de faire sans. Une autre question qui est liée, je pense, à l'intergouvernemental dont on a très peu parlé, dont on parle malheureusement très peu, liée aux élections européennes, c'est qu'on parle beaucoup de souveraineté européenne et pas beaucoup de démocratie européenne. Et c'est vrai que on peut beaucoup critiquer le régime politique intergouvernemental de l'Union européenne à l'ONU. Il y avait l'Assemblée générale la semaine dernière à New York. En même temps, c'est vrai qu'il y a une forme de légitimité de la souveraineté nationale quand on a autour de la table du Conseil européen Macron, Scholz, Pedro Sanchez, Meloni et tous les autres. Ceci étant dit, il y a une parlementarisation de l'Union puisque la prochaine présidente ou le prochain président de la Commission européenne doit être de la même couleur politique que la majorité au Parlement européen.
Donc, si demain, il y a une majorité d'Européens qui votent pour la gauche radicale, Manon Aubry peut devenir présidente de la Commission européenne. S'il y a une majorité de citoyens européens qui votent pour Marion Maréchal, Éric Zemmour peut devenir président de la Commission européenne. C'est une boutade, évidemment. Et sur la deuxième question, en fait, je ferai un peu la même réponse, c'est-à-dire que je pense que c'est une erreur analytique de considérer que, en fait, nous, à Paris, on serait les seuls à défendre l'Europe de la défense et les autres non. Parce qu'à bien des égards, et il faudrait à nouveau 2 heures, mais le président de la République qui lui-même ou qui par ses proches est souvent présenté comme le plus pro-européen de la Ve République, à beaucoup d'égards est très souverainiste et beaucoup plus chevènementiste que deloriste. À nouveau, ce n'est pas un jugement de valeur de ma part. On peut trouver ça très bien ou pas bien si vous êtes souverainiste ou pro-européen, mais c'est juste un fait. Je le répète, le Fonds européen de la défense, il existe, ok, mais c'est 8 milliards d'euros, c'est pas 80 ou 800. Donc, on reste sur cette position qui finalement est moins éloignée que ce que l'on aurait pu imaginer en 2016-2017, plus d'une continuité Sarkozy-Hollande-Macron, que vraiment d'une rupture où le président Sarkozy et le président Hollande auraient été sur des positions strictement intergouvernementales et où Macron, sur les enjeux stratégiques, c'est un homme de Bercy, le président de la République, c'est pas un homme de Brienne, c'est pas un ingénieur de l'armement, donc probablement qu'il est plus à l'aise avec le marché qu'avec les politiques régaliennes. Mais je pense que ça serait une erreur de considérer que il n'y a que la France qui porte une politique européenne de la défense, ou alors il faut préciser laquelle, intergouvernementale, supranationale, quelle position pour la Commission européenne et pour le Parlement européen. Les Italiens ont eu, en tout cas, ont une histoire politique de certains courants extrêmement pro-Europe. Sur la Pologne, ça c'est un peu provoque, mais je le répète, il y a 10 ans, Tusk était sur une position très pro-européenne et le début de l'Europe de la défense, peut-être que je terminerai là-dessus, c'était à Saint-Malo, le 2 décembre 98, avec la France, président Chirac, Premier ministre Jospin et Tony Blair, britannique, qui vient pas d'un pays qui est réputé très pro-européen aussi. Donc il y a aussi des mouvements pro-européens dans des États dans lesquels, évidemment, il y a une culture stratégique beaucoup plus atlantiste et beaucoup plus alignée, je n'ai pas dit le contraire, hein, sur les États-Unis d'Amérique. Donc ceux qui sont pro-européens à Paris, ils devraient s'aligner davantage sur les pro-européens des autres États, comme les souverainistes devraient davantage travailler avec les souverainistes italiens, hongrois ou portugais. Est-ce que vous voyez une synthèse possible de ces différentes strates et de ces différents groupes de pression qui sont en train d'être assez fortement, qui se dessinent assez fortement? Vous voulez dire que tout le monde pourrait se retrouver sur une position? Je pense qu'au moins essayer d'avoir de nouveaux compromis, parce que s'y retrouver complètement, c'est impossible. Excusez-moi, je suis un Européen convaincu quand même, mais je pense fondamentalement que ça n'est pas possible. On peut avoir une alliance d'Europe, mais une Europe politique complète, elle n'existe pas quand même, il faut accepter de se le dire. Donc, non, bien sûr. On n'est pas que dans... Elle n'existe pas parce que jusqu'à présent, les États, qui restent l'unité politique principale constitutive de cette Europe de la défense, en a décidé ainsi. Donc, réforme des traités ou pas réforme des traités. Ce que l'on voit malgré tout ces dernières années, c'est que, oui, je pense qu'il y a un certain nombre de compromis, de consensus, de positions communes qui peuvent être portées, mais probablement peut-être pas à 27. Probablement qu'il faut travailler sur ces petits groupes. Ça revient un peu à la question de Charlotte tout à l'heure, ou de travailler, mais plus en avant, cette idée d'Europe à géométrie variable. Qu'est-ce que l'on fait sur les questions? Ok, est-ce que la zone, l'eurozone, ça peut être ces 20 États avec la Croatie maintenant, ça peut être une zone? Est-ce qu'elle peut être complètement décorrélée d'une autre? Est-ce qu'il y a un noyau franco-allemand qui, malgré tout, doit persister, mais il me semble en effet qu'il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter, mais il y a aussi beaucoup de raisons de considérer qu'il y a des voies de réflexion et des positions communes. Et peut-être un dernier point là-dessus, c'est que
le bouquin là, dont vous avez avec ou sans l'Europe auquel j'ai fait plusieurs fois référence parce qu'il traite de la politique d'armement de la France, dans une perspective assez historique. Je remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des histoires que certains d'entre vous doivent très bien connaître, mais j'ai fait 161 entretiens pour cette enquête, avec beaucoup d'ingénieurs de l'armement, d'anciens ministres, de députés, de sénateurs, de lobbyistes, d'industriels, de diplomates, etc. Ce qui m'a frappé, l'un des résultats, en tout cas que je garde après plusieurs années à la fin de ce travail, c'est à quel point en tout temps, dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, 80, 90, 2000, et après je m'arrête parce que le dernier cas d'étude, c'est le drone Reaper en 2013, choisi par le ministre Le Drian et le président Hollande. Il y a toujours eu de la conflictualité entre un certain nombre d'acteurs, et dans certains cas, il y a eu aussi de la coopération, il y a eu aussi des compromis, il y a eu aussi des consensus. Donc c'est peut-être aussi mon ADN je ne suis pas juriste, je ne suis pas philosophe, je suis internationaliste, mais de voir plutôt, c'est très Jean Monnet ça, mais tous les petits pas plutôt que les grands soirs, quoi. À ce niveau-là, et à d'autres, mais je ne suis pas trop mélanchoniste. Le grand soir de l'Europe de la défense, je pense qu'on l'attendra encore longtemps. Mais en effet, je pense que l'architecture institutionnelle de cette Europe de la défense en 2023 n'a strictement rien à voir avec celle inexistante des années 80, et les grands fédéralistes, si c'est votre cas, comme Jacques Delors, si le président Delors était là, je pense que lui-même dirait, mais j'aurais jamais imaginé que sur ces enjeux-là, il y a tout autant à faire. Moi, j'ai toujours souvent en tête, parce que c'est une génération et c'est souvent la génération de mes étudiants, donc j'aime bien garder cette temporalité-là, mais c'est 2050, 2049, 2050, 2051. Pourquoi ? Parce que ça sera le centenaire, si tant est que ça existe encore, de l'OTAN, de l'Union européenne et de la Chine. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire dans le quart de siècle, en gros, qui est devant nous, pour faire avancer certains projets politiques et voilà. Bien, écoutez, au nom de toutes les personnes ici présentes et des personnes qui sont encore devant leur écran, je tiens à vous remercier, Samuel, de nous avoir éclairé sur toutes ces problématiques très, très actuelles. Et vous nous avez tendu la perche. Vous êtes invité à venir nous revoir d'ici 1 an ou 2 pour approfondir ou aborder un autre sujet. Formidable. Merci beaucoup à vous.